Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un peu des rouages de la politique commerciale d'une entreprise. Comment une organisation s'y prend pour comprendre son terrain de jeu, fixer son cap et puis agir pour toucher ses clients. Oui, bonjour. C'est un sujet qui est vaste, mais vraiment essentiel. Il s'agit de décrypter comment une entreprise navigue dans son environnement qui est souvent très concurrentiel pour proposer une offre qui a de la valeur en fait. On va donc explorer ça ensemble, de l'analyse du marché jusqu'aux actions très concrètes du marketing, en passant bien sûr par la stratégie. L'idée, c'est vraiment de saisir la logique derrière tout ça. Alors, commençons par la base. Le marché. Qu'est-ce que c'est, au fond, un marché? Alors le marché, c'est le point de rencontre, ça peut être physique ou virtuel. Pensez à un marché local, mais aussi bien sûr à Amazon ou eBay, entre une offre, donc des produits ou services, et puis une demande des acheteurs potentiels. Et c'est là que se forme un prix suite à cette confrontation. D'accord. Et comprendre ce marché, c'est vraiment le point de départ obligé avant toute décision commerciale. Ah oui, absolument crucial. Analyser son marché, ça permet d'identifier les opportunités de croissance, bien sûr, mais aussi, attention, les menaces qui pourraient freiner l'entreprise. Il faut, euh, il faut savoir qui sont les acteurs en présence et quel est leur poids respectif. Et qui sont ces acteurs, justement? Eh bien, d'un côté, il y a les offreurs. Alors ça, ce sont bien sûr les producteurs, les fabricants, mais aussi tous les intermédiaires qui vont revendre. Les grossistes, les détaillants, les distributeurs, enfin toute la chaîne. D'accord. Et de l'autre côté, les demandeurs. Oui, ceux qui expriment le besoin. Alors ce sont les consommateurs finaux, qu'ils soient des particuliers comme vous et moi ou d'autres entreprises. Mais attention, il faut un peu nuancer, hein. Il y a le consommateur, celui qui utilise vraiment, l'acheteur, celui qui paie, parfois c'est pas le même. Il y a aussi le déciseur, celui qui choisit sans forcément payer ou utiliser. Et de plus en plus, les prescripteurs. Ah oui, les prescripteurs. Comme un médecin qui recommande un médicament, ce genre de choses? Exactement, c'est l'exemple type. Ou alors un expert technique, un influenceur sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Leur avis peut être vraiment déterminant dans la décision d'achat, même s'ils ne sont ni acheteurs ni consommateurs directs du produit. Je vois. Une fois qu'on a identifié un peu tout ce monde-là, comment on mesure la taille de ce fameux marché? Il y a des indicateurs? Oui, il y a deux indicateurs principaux. On parle de volume, d'abord. Ça, c'est la quantité totale échangée sur une période donnée. Par exemple, le nombre de voitures neuves vendues en France sur une année, mettons 1,65 million en 2020. D'accord, le nombre d'unités. C'est ça. Et puis, il y a la valeur. Ça représente le chiffre d'affaires total généré par ces échanges. Si on reprend l'exemple, pour les smartphones en France en 2020, on parlait de presque 12 milliards d'euros. C'est pas la même chose que le nombre de téléphones. Valeur par rapport au total du marché. Ah oui. Si on dit que Leclerc représente 22% des volumes de la grande distribution ou que Carrefour France a 19% de la valeur sur une période donnée, bah, ça donne une idée très claire de leur poids. On peut aussi regarder ce qu'on appelle le taux d'occupation du marché, combien de personnes achètent ce type de produit par rapport à la population cible totale. Par exemple, on disait 40 millions d'acheteurs en ligne en France en 2020. Mhm. Et ces parts de marché, du coup, ça définit une sorte de hiérarchie entre les entreprises? Oui, tout à fait. On parle souvent de leader pour l'entreprise qui domine, hein, celle qui a la plus grosse part. Ensuite, il y a le challenger, c'est celui qui vise clairement la première place. Puis les suiveurs qui s'adaptent, suivent un peu le mouvement sans chercher la confrontation directe. Et enfin, les outsiders ou les spécialistes, souvent plus petits, très focalisés sur une niche de marché. D'accord. Et tous ces acteurs se font concurrence, évidemment. Mais j'imagine qu'il y a différentes formes de concurrence, non? Ce n'est pas toujours la même chose. Non, effectivement. La plus évidente, c'est la concurrence directe. Là, c'est simple. Ce sont des entreprises qui proposent des produits ou services très similaires sur le même marché. Pensez à Salomon et ASICS pour les chaussures de trail running. Oui, clair. Mais il y a aussi la concurrence indirecte, qui est parfois plus subtile à identifier. Là, ce sont des offres qui sont différentes, mais qui répondent aux mêmes besoins fondamentaux du client. Ah, un exemple peut-être. Oui, par exemple, le service d'autopartage, comme Cities. Ce n'est pas un loueur de voitures classique comme Hertz, hein, l'offre est différente. Mais il répond aux mêmes besoins de mobilité ponctuelle. Donc d'une certaine manière, c'est un concurrent indirect pour Hertz. D'accord, je comprends mieux. Ok. Après avoir regardé l'offre, la concurrence, il faut se pencher sur l'autre côté.
La demande. Comment on l'analyse, cette demande? Alors, d'abord, il faut identifier à qui on vend. Est-ce que la relation est B2B, donc business to business? C'est une entreprise qui vend à une autre entreprise, comme Michelin qui vend des pneus à Renault. Oui. Ou est-ce que c'est du B2C, business to consumer? Là, une entreprise vend aux particuliers, comme Renault qui vend une Clio à Monsieur Tout-le-Monde. Ou encore, ça peut être du B2G, business to government, une entreprise qui vend à l'administration, par exemple Renault qui fournit des véhicules électriques à la poste. Et j'imagine que la nature de la relation, B2B, B2C, B2G, ça change beaucoup de choses dans l'approche. Ah oui, énormément. Les processus d'achat ne sont pas les mêmes, les motivations des acheteurs, les volumes négociés, les critères de choix, c'est très différent. Au-delà de ça, la demande, c'est, disons, la quantité d'un bien ou service qu'un client est prêt à acheter à un certain prix donné. Et là, il faut bien distinguer les clients actuels, qu'on va chercher à fidéliser, et puis les clients potentiels, qu'on appelle souvent les prospects, qu'on cherche à conquérir. Et cette analyse, elle ne se limite pas qu'aux chiffres, j'imagine. Combien ils achètent, etc. Ah, surtout pas. L'analyse quantitative, combien ils achètent, à quel prix, quelle fréquence, elle est indispensable, bien sûr. Mais l'analyse qualitative l'est tout autant, voire plus parfois. Il faut comprendre pourquoi ils achètent ou pourquoi ils n'achètent pas. Quelles sont leurs habitudes, leur budget moyen, où ils se trouvent géographiquement, qu'est-ce qui les motive vraiment, qu'est-ce qui les freine. C'est absolument crucial pour pouvoir adapter l'offre et la communication. D'accord. Et tout ça, ça se passe dans un contexte plus large, hein. L'entreprise n'est pas isolée. Elle subit l'influence de son environnement global. Exactement. Et pour analyser cet environnement au sens large, on utilise souvent un outil qui s'appelle PESTEL. C'est un acronyme. Chaque lettre représente une dimension d'influence qu'il faut surveiller. Pestel. Alors, P pour... P pour politique, la stabilité du pays, les décisions gouvernementales, la fiscalité. E pour économique, la conjoncture, la croissance, le pouvoir d'achat, le chômage. S. S pour sociologique ou socioculturel, la démographie, les styles de vie, les valeurs, les modes. T pour technologique, les innovations, les nouveaux procédés, les brevets. OK, il reste E et L. Et pour écologique ou environnemental, les normes environnementales, la sensibilité écologique des consommateurs, le changement climatique. Et enfin, L pour légal, les lois, les réglementations sur le travail, sur le commerce, sur la sécurité des produits. Et l'intérêt de faire cette analyse Pestel, c'est d'anticiper, de voir venir les choses. C'est exactement ça. Comprendre ces grandes tendances de l'environnement, ça permet d'identifier des opportunités à saisir. Par exemple, un nouveau besoin qui émerge suite à un changement de mode de vie ou une nouvelle technologie qu'on pourrait exploiter. Mais ça permet aussi d'identifier des menaces potentielles à contrer, comme une nouvelle réglementation très contraignante ou un changement de comportement des consommateurs qui rendrait notre offre obsolète. Bon, OK. Une fois qu'on a fait tout ce travail d'analyse, le marché, la demande, l'environnement, l'entreprise peut enfin définir sa stratégie. Là, on entre vraiment dans le domaine du marketing stratégique, c'est ça? On y est, oui. Le marketing stratégique, ce sont les grandes orientations à long terme. Quelle direction générale on veut prendre? C'est important de bien le distinguer du marketing opérationnel, qui lui sera la mise en œuvre concrète de cette stratégie au quotidien, sur le terrain. L'objectif du stratégique, c'est vraiment de définir comment on va créer une relation qui soit durable et qui ait de la valeur pour les clients qu'on aura ciblés. Et pour définir cette stratégie, j'imagine qu'il faut d'abord savoir d'où on part, faire une sorte de diagnostic. Précisément. On commence généralement par un diagnostic externe. Qu'est-ce qu'on a identifié comme opportunité et comme menace grâce à l'analyse de l'environnement qu'on vient de voir? Marché, pestel, concurrence. Et ensuite, on fait un diagnostic interne. Là, on regarde l'entreprise elle-même. Quelles sont ses forces propres? Ça peut être un savoir-faire unique, une bonne image de marque, des ressources financières ou humaines importantes. Et quelles sont ses faiblesses? Peut-être un manque de moyens, une mauvaise notoriété, une dépendance à un seul fournisseur. Toujours par rapport à ses concurrents, bien sûr. Et c'est là qu'intervient cette fameuse matrice SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ou Force, Faiblesse, Opportunité, Menace en français. C'est pour synthétiser tout ça. Exactement. Le SWOT, c'est un outil très visuel et très utile pour synthétiser ce double diagnostic, hein, interne et externe. Ça offre une vision d'ensemble. Mais attention, ce n'est pas juste une liste de 4 cases, hein. L'intérêt, c'est de croiser les informations. Comment nos forces peuvent nous aider à saisir les opportunités? Comment nos faiblesses pourraient être aggravées par les menaces?
comment utiliser nos forces pour contrer les menaces, etc. C'est à partir de cette analyse croisée qu'on peut ensuite fixer des objectifs stratégiques qui soient clairs et réalistes. Viser telle part de marché, améliorer sa notoriété de X%, lancer un nouveau type de produit d'ici Y mois. D'accord. Une fois qu'on sait où on veut aller, il faut choisir plus précisément à qui on va s'adresser. Parce que le marché est rarement uniforme, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. C'est tout à fait ça. Et c'est là qu'intervient la segmentation. L'idée, c'est de découper le marché total, qui est souvent très hétérogène, en sous-groupes de consommateurs qui sont, eux, plus homogènes. Ces segments regroupent des individus qui partagent des caractéristiques communes, âge, revenus, localisation, ou des besoins similaires, ou des comportements d'achat proches. La question clé derrière la segmentation, c'est pour qui notre offre aura-t-elle le plus de valeur? Qui sont les groupes les plus pertinents pour nous? Ok, on identifie des groupes potentiels. Et ensuite, on choisit lesquels on va viser en priorité. C'est exactement l'étape suivante, le ciblage. Après avoir identifié les différents segments possibles, l'entreprise doit évaluer leur attrait. Est-ce que le segment est assez grand? Est-il en croissance? Est-il facile à atteindre avec nos moyens? Et surtout, est-ce qu'on a la capacité de satisfaire ce segment mieux que nos concurrents? En fonction de cette analyse, l'entreprise sélectionne le ou les segments qu'elle va viser en priorité. L'objectif peut être de conquérir de nouveaux clients dans un segment précis, de fidéliser les clients actuels d'un autre segment, ou même de réactiver d'anciens clients sur un troisième. Le ciblage oriente vraiment toute l'action marketing qui va suivre. D'accord. Et la dernière étape de cette réflexion stratégique, c'est le positionnement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, se positionner? Le positionnement, c'est définir la place unique et spécifique que l'on veut que notre marque ou notre produit occupe dans l'esprit du consommateur cible, toujours par rapport aux concurrents, c'est très important. C'est l'image mentale, la perception qu'on veut créer. Pour être efficace, ce positionnement doit avoir trois qualités principales. Il doit être crédible, l'entreprise doit pouvoir tenir la promesse qu'elle fait, il doit être différent, il faut se démarquer clairement de ce que proposent les concurrents, et il doit être attractif, il doit répondre à un vrai besoin ou à un désir important pour la cible visée. Et ça peut se jouer sur différents aspects, le produit lui-même, le prix, l'image de marque. Tout à fait. On peut choisir de se positionner sur la performance technique supérieure, sur l'innovation pure, sur un prix très bas pour être le plus accessible, ou au contraire sur un prix très élevé pour véhiculer une image de luxe ou d'exclusivité. Ça peut être aussi sur des valeurs comme l'écologie ou sur la simplicité d'usage, la fiabilité. L'essentiel, c'est que ce soit un choix clair, assumé et surtout cohérent avec tout le reste, notamment avec la cible choisie. Un exemple peut-être pour illustrer ça. Oui, prenons un exemple connu, le groupe hôtelier Accor. Ils segmentent très clairement leur offre par niveau de gamme. Luxe, milieu de gamme, économique. Ensuite, ils ciblent différentes clientèles avec des marques dédiées. Sofitel ou Raffles pour le luxe, Novotel ou Mercure pour le milieu de gamme, Ibis ou F1 pour l'économique. Et chacune de ces marques a un positionnement prix-service très clair et bien défini dans l'esprit des voyageurs. On ne s'attend pas à la même chose dans un Ibis que dans un Sofitel. Et c'est voulu. Ok, très clair. Donc, si je résume un peu cette démarche stratégique, on analyse d'abord la situation, avec le SWOT notamment, pour définir des objectifs clairs. Ensuite, on découpe le marché, c'est la segmentation, on choisit les groupes à viser, le ciblage, et on définit comment on veut être perçu par eux, le positionnement. Ça pose les bases. Mais après, comment on passe concrètement à l'action? Eh bien, c'est tout le rôle du marketing opérationnel, qu'on appelle aussi très souvent le mix marketing. Là, il s'agit de traduire la stratégie, le fameux triptyque SCP, segmentation, ciblage, positionnement, en actions concrètes, tangibles et cohérentes sur le terrain. Pour structurer ces actions, on utilise très souvent la règle des 4 P, ou parfois 5 P, ou même 7 P. Ah oui, les P du marketing mix. Alors, classiquement, c'est produit, prix, place, qui veut dire distribution, et promotion, la communication. Parfois, on ajoute people, le personnel, c'est ça? C'est ça. Commençons par le premier P, le produit. Et attention, ce n'est pas juste l'objet physique ou le service de base. Non. C'est plus large. Oui, beaucoup plus large. Le produit, qu'il soit un bien ou un service, englobe bien sûr ses caractéristiques techniques, ses fonctionnalités, mais aussi son design, son emballage ou conditionnement, sa marque bien sûr, la qualité perçue, les services associés. On peut le voir sous 3 angles un peu différents, hein. Sa dimension matérielle, de quoi il est fait, comment il est fait, par exemple un fauteuil en cuir noir. Sa dimension fonctionnelle,
à quoi il sert concrètement, s'asseoir confortablement, et sa dimension d'image ou symbolique, ce qu'il évoque, la notoriété de la marque. Est-ce une chaise lambda ou une chaise signée par un grand designer comme Stark? D'accord. Et on entend souvent dire que les produits ont un cycle de vie un peu comme nous. Oui, c'est un modèle assez classique et utile, même s'il faut le prendre avec des pincettes, car tous les produits ne suivent pas exactement ce schéma. Mais classiquement, on distingue 4 grandes phases. Il y a le lancement, quand le produit arrive sur le marché. Là, il y a peu de concurrence, le prix est souvent élevé pour couvrir les frais d'R&D et de lancement, les ventes sont encore faibles et on communique beaucoup pour faire connaître le produit. Ensuite, ça décolle. Oui, c'est la phase de croissance. Là, les ventes augmentent rapidement, la concurrence commence à arriver parce qu'elle voit qu'il y a un marché, le produit devient rentable et les prix peuvent commencer à baisser un peu. L'objectif principal, c'est de gagner des parts de marché. Puis vient la maturité. Exactement, la maturité. C'est souvent la phase la plus longue. Les ventes atteignent leur maximum, les parts de marché sont assez stables, les profits sont élevés, mais la concurrence est très forte. L'objectif devient alors de fidéliser les clients existants. On augmente les promotions, la publicité de rappel. C'est aussi le moment où il faut commencer à penser à l'avenir, à l'innovation pour préparer la suite. Et enfin, le déclin. Oui, le déclin. Là, les ventes et les bénéfices commencent à chuter, souvent à cause de changements technologiques, de nouvelles habitudes des consommateurs ou d'une concurrence trop forte. L'entreprise doit alors faire un choix, soit abandonner le produit, soit tenter une relance, un rajeunissement. On a vu ça par exemple avec les tennis Stan Smith d'Adidas, qui ont connu une seconde jeunesse spectaculaire après avoir été quasiment retirés du marché. Faire ce qu'on appelle une gamme. Quels sont les enjeux liés à la gestion de cette gamme? Alors, une gamme, c'est un ensemble de produits qui sont liés, soit parce qu'ils répondent aux mêmes besoins, soit parce qu'ils sont vendus sur le même marché ou via les mêmes canaux. La dimension de cette gamme est importante. On parle de sa longueur, le nombre total de produits dans la gamme, de sa largeur, le nombre de familles ou de lignes de produits différentes, et de sa profondeur, le nombre de variantes dans chaque famille ou ligne. Et il y a des stratégies différentes selon la dimension de la gamme. Oui, une gamme longue et large permet de couvrir plus de segments de marché, mais elle coûte plus cher à gérer en termes de production, de stock, de marketing. Pensez aux constructeurs automobiles avec leurs très nombreuses variantes. À l'inverse, une gamme courte et étroite minimise les coûts, elle est plus focalisée, comme l'était Doctolib à ses tout débuts avec juste la prise de rendez-vous médicaux. Mais au-delà de la dimension, la structure de la gamme est aussi très stratégique. Il y a souvent des produits leaders, ceux qui font le gros du chiffre d'affaires et des bénéfices. L'iPhone chez Apple, par exemple. Il peut y avoir des produits d'appel, souvent moins chers, destinés à attirer le client vers la marque ou le point de vente. Les AirPods pourraient jouer ce rôle pour attirer vers l'écosystème Apple. Il y a d'autres rôles. Oui, on trouve parfois des produits de prestige qui ont une image très valorisante et tirent toute la gamme vers le haut. L'iPhone Pro, peut-être. Des produits tactiques, lancés spécifiquement pour contrer une offre concurrente, Apple TV+ face à Netflix, ou encore des produits régulateurs, qui permettent de lisser les ventes sur l'année s'il y a une forte saisonnalité. L'enjeu principal, c'est d'avoir une gamme qui soit cohérente, équilibrée et qui évolue avec le temps. On peut la consolider en ajoutant des produits, l'élargir vers de nouveaux marchés, la rajeunir en actualisant les produits existants ou au contraire l'élaguer en retirant les produits qui ne sont plus rentables. Et il faut faire attention à la cannibalisation, qu'un nouveau produit ne vienne pas manger les ventes d'un autre produit similaire de la même marque. D'accord. Et comment faire au niveau du produit lui-même pour qu'il sorte du lot, pour qu'il se différencie? C'est l'enjeu de la différenciation. L'objectif est de donner au produit une place perçue comme unique par les clients. Ça peut passer par le produit lui-même, une qualité supérieure, une innovation technologique marquante, un design unique et reconnaissable. Ça peut aussi passer par les services associés, une garantie plus longue, un service après-vente particulièrement réactif, une aide à l'installation, une formation à l'utilisation. Ou enfin, ça peut passer par la communication et l'image de marque. Une personnalisation poussée, un contact client privilégié, une histoire de marque forte. Ok pour le produit. Passons au deuxième P, le prix. J'imagine que ce n'est pas juste une question de calculer ses coûts et d'ajouter une marge. Ah, non, pas seulement, même si c'est la base. Le prix doit bien sûr couvrir les coûts de production, de distribution, de marketing et permettre à l'entreprise de dégager une rentabilité. Mais il est aussi fortement influencé par la demande. Quel prix le client cible est-il prêt à payer pour la valeur perçue du produit? Et bien sûr,
par la concurrence. Quels sont les prix pratiqués par les concurrents directs et indirects pour des offres similaires ou alternatives? Fixer un prix, c'est trouver le bon équilibre entre ces trois pôles: coût, demande, concurrence. Et le prix est un outil marketing très puissant. Il peut évoluer au cours du cycle de vie du produit, on peut avoir des stratégies de prix d'appel, de prix premium, de prix psychologique. C'est un levier très sensible. Troisième P, place, la distribution. En gros, comment le produit arrive-t-il jusqu'au client final? C'est exactement ça. Il s'agit de choisir les bons circuits de distribution. Est-ce qu'on vend directement au consommateur, vente en ligne sur son propre site, magasin en propre, ou est-ce qu'on passe par des intermédiaires, grossistes, détaillants? C'est le choix entre circuit direct, court ou long. Ensuite, il faut choisir les canaux de distribution. Magasins physiques, e-commerce, vente par correspondance, vente à domicile, distributeurs automatiques. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de multicanal, cross-canal, omnicanal. C'est quoi la différence? Alors, monocanal, c'est quand on utilise un seul canal, par exemple que des magasins physiques. Multicanal, c'est quand on utilise plusieurs canaux, mais ils fonctionnent de manière assez indépendante, par exemple un site web et des magasins séparés. Cross-canal, c'est quand les canaux commencent à interagir, par exemple on commande en ligne et on retire en magasin, click and collect. Et omnicanal, c'est l'étape ultime où tous les canaux sont totalement intégrés pour offrir une expérience client fluide et sans couture, quel que soit le point de contact utilisé par les clients. Le choix dépend aussi de l'intensité de distribution qu'on souhaite. Veut-on être présent partout où c'est possible, distribution intensive typique des produits de grande consommation, ou veut-on sélectionner soigneusement les points de vente selon certains critères, distribution sélective fréquente pour les parfums ou le matériel high-tech? Ou encore, veut-on accorder l'exclusivité de la vente à un seul type de distributeur ou à un réseau très restreint, distribution exclusive pour les produits de luxe ou certaines franchises? Très bien. Quatrième P, promotion, c'est-à-dire la communication. Comment on fait savoir que le produit existe et surtout, comment on donne envie de l'acheter? C'est tout l'enjeu de la communication marketing. Il faut d'abord définir le message clé qu'on veut faire passer, en cohérence avec le positionnement choisi. Ensuite, il faut choisir les bons canaux pour diffuser ce message et atteindre la cible. Pour y voir plus clair dans les différents types de médias, on parle souvent du modèle POEM. POEM. Oui, P-O-M-E. P pour paid media. Ce sont les médias qu'on achète, la publicité payante classique. Ça peut être la pub à la télé, à la radio, l'affichage dans la rue, mais aussi la publicité en ligne, bannières, liens sponsorisés sur Google, pubs sur les réseaux sociaux. O pour own media, ce sont les supports de communication que l'entreprise contrôle directement. Son propre site web, son blog, ses comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi le packaging du produit, ses points de vente physiques, ses newsletters. Et E pour Earn Media, c'est la visibilité qu'on gagne gratuitement, qui est méritée en quelque sorte. C'est le bouche à oreille, positif ou négatif, les avis des clients en ligne, les partages sur les réseaux sociaux, les articles de presse ou de blog qui parlent de nous sans qu'on ait payé pour. La clé aujourd'hui, c'est souvent d'arriver à bien combiner ces trois types de médias pour avoir une communication efficace et crédible. D'accord. Et le dernier P qu'on ajoute parfois, people, le personnel. Son importance est souvent sous-estimée, non? Ah oui, elle est absolument cruciale, surtout dans le secteur des services où le contact humain est permanent, mais pas uniquement. Toutes les personnes de l'entreprise qui sont en contact direct avec le client, les vendeurs en magasin, les conseillers au téléphone, les techniciens du SAV, même le personnel d'accueil, incarnent la marque et l'entreprise aux yeux du client. Leurs compétences, leur amabilité, leur capacité d'écoute, leur réactivité, tout ça peut faire une différence énorme dans l'expérience vécue par le client, dans sa satisfaction et donc dans sa fidélisation. Ce sont des ambassadeurs essentiels de l'entreprise et de son positionnement. Il ne faut jamais l'oublier. Tout à fait. Et tout ça, tous ces P sont souvent liés par un élément central, un fil rouge, la marque. Qu'est-ce qui définit une marque au juste d'un point de vue un peu formel? Alors, si on prend la définition de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle en France, une marque, c'est un signe distinctif qui sert à identifier l'origine d'un produit ou d'un service et surtout à le différencier de ceux des concurrents. Et ce signe distinctif, ça peut prendre plein de formes différentes, j'imagine. Un nom, un logo, une couleur. Oui, exactement. Les formes sont très variées. Ça peut être un signe verbal,
Un nom comme Renault ou Danone, un slogan publicitaire comme Just Do It de Nike ou C'est beau la vie d'Haribo. Ça peut être des chiffres ou des lettres, le numéro 5 de Chanel, la 501 de Levi's, BNP. Ça peut être un nom patronymique, Renault encore, Ford, Chanel, ou un nom géographique, Evian, Vittel. Ça peut aussi être un signe figuratif, un logo, la pomme d'Apple, la virgule de Nike, le crocodile Lacoste, un dessin, une forme particulière. Ça peut être une combinaison de couleurs spécifiques, le carré rouge et noir de la Société Générale. Ça peut même être la forme du produit lui-même ou de son conditionnement, la bouteille Perrier ou Coca-Cola. Et le plus souvent, c'est une combinaison de plusieurs de ces éléments, un nom, plus un logo, plus des couleurs. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'une marque est une bonne marque, au-delà de son aspect visuel ou sonore? Il y a deux aspects. D'un point de vue commercial et marketing, une bonne marque doit être idéalement évocatrice, qu'elle suggère quelque chose sur le produit, comme Histoire propre, mémorisable, facile à retenir, comme Seb, euphonique, agréable à entendre et facile à prononcer, comme Coca-Cola, bien sûr distinctive pour se différencier, et si possible déclinable, pouvoir créer des noms dérivés facilement, comme Danan, qui donne Danette ou Dagneau, et exportable, facile à utiliser et à comprendre dans d'autres langues et cultures. Et l'autre aspect, c'est le juridique. Oui, l'aspect juridique est fondamental si on veut protéger sa marque. Pour pouvoir être déposée et enregistrée, par exemple à l'INPI en France, une marque doit remplir certaines conditions. Elle doit être non générique. On ne peut pas déposer le mot chaise pour vendre des chaises, ni soda pour vendre des sodas, car ces mots doivent rester utilisables par tous. Elle doit être non déceptive, c'est-à-dire ne pas tromper le consommateur sur la nature, la qualité ou l'origine du produit. Par exemple, on ne pourrait pas appeler un parfum champagne s'il n'a rien à voir avec la région. Elle doit être licite, c'est-à-dire pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Et surtout, elle doit être disponible. Elle ne doit pas être identique ou trop similaire à une marque déjà déposée par quelqu'un d'autre pour des produits ou services similaires, car cela créerait un risque de confusion pour le consommateur. Et déposer une marque, c'est une démarche spécifique, avec un coût. Oui, tout à fait. Avant de déposer, il faut bien définir les produits et services précis que la marque va couvrir. On parle de classe selon une classification internationale. Ensuite, il est très fortement recommandé de faire une recherche d'antériorité pour vérifier que le nom ou le logo envisagé est bien disponible. Et enfin, on procède à l'enregistrement auprès de l'office compétent, l'INPI en France, le UIPO pour l'Europe. Ça a un coût, oui, environ 250 € pour 1 à 3 classes en France lors du dépôt initial. Cette protection dure 10 ans en France et elle est renouvelable indéfiniment. Et l'intérêt majeur, c'est que ça donne un monopole d'exploitation sur ce signe pour les produits et services désignés et ça permet d'agir contre la contrefaçon. D'accord. Et au final, quel est le rôle principal de la marque dans la stratégie commerciale? Et elle a plusieurs rôles importants, et ce, pour différents acteurs. Pour le consommateur, la marque sert avant tout à identifier facilement un produit, à le différencier des autres. Elle peut aussi rassurer, être un gage de qualité, de constance, de sécurité. Elle simplifie le processus de choix. Pour le producteur ou l'entreprise, la marque est un actif immatériel très précieux. Elle fait partie du patrimoine de l'entreprise. C'est un outil de communication puissant, un moyen de fidéliser la clientèle, et elle peut permettre de vendre plus cher qu'un produit anonyme. Pour le distributeur, une marque forte, qu'elle soit de producteur ou sa propre marque, peut attirer les clients dans son magasin ou sur son site et contribuer à sa propre image et à sa fidélisation. Et j'imagine que les entreprises n'utilisent pas toutes leurs marques de la même façon. Il y a différentes stratégies possibles. Non, en effet, il y a plusieurs grandes stratégies de marque, notamment chez les producteurs. On trouve par exemple la stratégie de marque globale, où l'entreprise utilise le même nom de marque partout dans le monde, pour tous ses produits ou presque. Pensez à Ikea, Coca-Cola, Google. Il y a la stratégie de marque ombrelle, où un même nom de marque couvre des produits appartenant à des catégories différentes. Samsung fait des téléphones, des télés, des frigos. Canon fait des appareils photo, des imprimantes. D'accord. Il en a d'autres? Oui, il y a la stratégie de marque caution. Là, une marque mère, souvent la marque de l'entreprise, vient cautionner, donner sa crédibilité à des marques filles qui ont leur propre nom.
Par exemple, LU qui cautionne les marques Prince, Pépito, Granola. Il y a aussi la marque gamme ou marque ligne, où un même nom est utilisé pour une gamme de produits assez similaires ou complémentaires, comme L'Oréal pour les cosmétiques ou Nivea pour les soins. Et enfin, à l'opposé de la marque ombrelle, il y a la stratégie de marque produit, où l'entreprise donne un nom de marque spécifique à chaque produit ou à chaque ligne très ciblée. C'est la stratégie de grands groupes comme Procter Gamble, avec Ariel, Dash, Pampers, Gillette, Head Shoulders, ou Unilever, Dove, Axe, Knorr, Magnum. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients en termes de coût de lancement, de risque si un produit échoue, est-ce que ça impacte toute la marque ombrelle, de clarté pour le consommateur. Et les distributeurs, eux aussi, ont développé leur propre stratégie de marque, les fameuses MDD, marques de distributeurs. Oui, absolument. C'est devenu un élément majeur de la concurrence dans le secteur de la distribution. On trouve principalement trois types de stratégies, hein. D'abord, la marque enseigne, où les produits portent simplement le nom de l'enseigne, les produits Carrefour, la marque U, Auchan. Ensuite, il y a la marque propre ou marque spécifique, où le distributeur crée un nom de marque spécifique pour une ligne de produits, souvent avec un positionnement particulier, par exemple plus qualitatif ou terroir, comme Reflet de France chez Carrefour ou Nos régions du talent chez Leclerc. Et enfin, il y a la marque premier prix ou marque économique qui propose des produits très basiques à des prix très bas, souvent avec un packaging très simple comme EcoPlus chez Leclerc, Top Budget chez Intermarché. Ces MDD permettent aux distributeurs de mieux maîtriser leurs marges, de fidéliser leurs clients et de concurrencer directement les marques nationales de producteurs. Eh bien, on a couvert énormément de terrain aujourd'hui. De l'analyse très fine du marché et de ses acteurs, en passant par la définition d'une stratégie réfléchie, segmentation, ciblage, positionnement, jusqu'à sa mise en œuvre très concrète avec tous les leviers du mix marketing et la gestion complexe de la marque. C'est tout un art et toute une science d'arriver à aligner tout ça de manière cohérente. Oui, c'est vraiment un système complexe où chaque décision, chaque action sur un des P du marketing mix ou sur la marque a des répercussions sur l'ensemble. L'objectif ultime, c'est toujours de réussir à créer une offre qui soit pertinente pour la cible visée, qui apporte une vraie valeur et de construire une relation solide et durable avec le client. Mais cela soulève peut-être une question fondamentale pour conclure notre échange. Ah, je vous écoute avec intérêt. Dans un monde qui change de plus en plus vite, avec des consommateurs qui sont de plus en plus informés, connectés, mais aussi de plus en plus soucieux de l'impact de leur consommation, comment une entreprise peut-elle s'assurer que sa politique commerciale, au-delà d'être simplement efficace et cohérente pour ses propres objectifs, reste aussi éthique, responsable et véritablement centrée sur la création de valeurs durables, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses clients et pour la société dans son ensemble? Voilà une excellente question, très pertinente aujourd'hui, et qui ouvre sans doute de nouvelles perspectives et de nouveaux défis pour les entreprises. Merci beaucoup pour cet échange très riche et très éclairant. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. À bientôt.